Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et bienvenue dans cette nouvelle édition du débrief. Le gouvernement de Saad Tin Letmani a un peu plus d'1 an aujourd'hui et en apparence il est stable et stabilisé. Mais en apparence seulement, car quand on fait une rétrospective sur les mois écoulés, depuis son investiture, on ne relève que des coups et des contre-coups. Investi en pleine crise sociale Al-Husseima, il a eu à faire face à plusieurs autres perturbations. Ça a commencé par la fronde interne au PJD, puis la révocation des 4 ministres à fin octobre, puis la crise de Jalada, puis le boycott de certaines marques commerciales. Les ministres semblent tétanisés, déconcentrés et même décontenancés, et tout cela nous porte à poser la question de savoir si ce gouvernement tiendra jusqu'en 2021, année programmée pour les élections législatives. En seconde partie, après la pause, nous voguerons en Méditerranée vers l'Aquarius, ce navire qui a embarqué 630 migrants africains en perdition sur des esquifs et en errance sur les flots. L'Italie et Malte ont refusé de les accueillir. La France a regardé ailleurs et seule l'Espagne a eu le courage d'annoncer sa disposition à les recevoir. Les 630 personnes ont débarqué au port de Valence dimanche 17 juin au petit matin. Nous débattrons de ces deux sujets avec nos invités qu'on ne présente plus mais qu'on va présenter quand même. Abdelhamid Belkhta, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Mohamed V et habitué de ces lieux. Merci d'être là. Bonsoir. Merci à vous. Ça va? Bonsoir. Alhamdoulilah. Hassan Alaoui, vous êtes directeur et cofondateur du mensuel Maroc Diplomatique et du site éponyme maroc-diplomatique.net. Vous aussi, vous êtes un habitué des lieux. Vous aussi, bonsoir. Vous aussi, bonsoir. Merci d'être là. Ainsi donc, suite aux différentes crises qui se suivent et secouent la société marocaine, le gouvernement de Saad Tin Letmani semble encore plus secoué. Le parti dirigeant à la majorité, son parti, le PJD, est en plein débat interne et le RNI, monté rapidement en force cette dernière année, est entré dans une phase de doute. Les deux partis principaux de cette coalition hétéroclite de 6 partis sont en difficulté et la majorité se fissure. Le PPS prenant des positions à contre-courant du gouvernement. Le MP et l'USFP sont aux abonnés absents et l'UC en proie au doute quant à son alliance avec le RNI. Hassan Alaoui, on démarre avec vous. C'est quoi ces crises qui ont ébranlé le gouvernement déjà depuis 1 an? De quelle nature étaient ces crises et de quelle nature sont-elles encore? Parce que certaines se poursuivent. Disons que le germe de crise, il existe dès le départ, dès la constitution de cette coalition hétéroclite, comme vous dites, parce que c'est quand même 6 partis qui sont élus. Bon, c'est le jeu électoral, je veux dire, qui le veut, et que nous sommes en train de subir un petit peu les conséquences, mais dès le départ, il y avait potentiellement des germes de crise. Et donc, cela ne m'étonne pas personnellement. Il se trouve qu'effectivement, la coalition hétéroclite, c'est que vous avez ce qu'on appelle les partis de la droite, du centre, enfin, un centre qui se recherche, et vous avez des partis de l'extrême gauche, entre guillemets, et des islamistes, bien sûr. Et donc, cela, potentiellement, peut donner, évidemment, à réfléchir. Aujourd'hui, les crises qui sont venues se greffer sur un contexte, à mon avis, déjà marqué par une certaine structure, qui est justement la coalition. Hein. Et donc, les crises qui sont venues, c'est comme le Husseima, comme Jalada, comme, je veux dire, le congédiement par Sa Majesté, donc de 4 ministres et tout ça, qui nous révèle donc la crise au sein de certains secteurs, comme l'éducation, comme l'économie, comme le social et tout. Tout ce qui est déficitaire est apparu aujourd'hui à travers ce gouvernement. Ce gouvernement est obligé, évidemment, j'allais dire, de donner des apparences d'unité, de solidarité, mais en fait, quand vous creusez, il y a quand même un socle qui est absolument mis en cause, et ça donne à peu près ce que nous savons, une gestion à la va-vite, à la petite semaine, comme diraient les gens méchants, et ça nous conduit aujourd'hui à de graves interrogations avec justement ce problème du boycott qui se prolonge et dont on ne sait un petit peu, pas du tout, ni la nature, ni la... Alors on y reviendra justement, quand vous parlez de gestion de la crise, Abdelhamid Belkhta, comment le gouvernement a réagi à ces différentes crises, depuis le Husseima jusqu'au boycott? Vous savez, analyser la politique, le champ politique en termes de crise n'est pas en soi quelque chose de nouveau. Nous analysons toujours le champ politique comme étant un champ de crise qui se renouvelle chaque fois. Le problème n'est pas dans les crises elles-mêmes, mais plutôt comment on s'adonne à ces crises-là, comment on réagit devant de telles crises. Et on voit très bien que dès le départ, depuis
son investiture, le gouvernement Othmani a fait preuve d'une certaine, je dirais, d'un certain amateurisme, en quelque sorte, en matière de gestion de crise. On voit très bien comment... qu'il n'a pas été aidé par la chronologie. Depuis qu'il est là, il a des crises. Malheureusement... Il n'a pas eu le temps d'apprendre le travail. Malheureusement, non. On voit très bien comment... Il a hérité aussi. Il a hérité, c'est la réalité. On voit très bien comment la gestion de la crise s'est basée d'abord sur une information biaisée. On voit très bien que le diagnostic qui est fait par le gouvernement Othmani est souvent un diagnostic de la situation sociale qui ne colle pas avec la réalité. Et on voit on dirait que nous sommes devant un gouvernement qui n'a rien à voir avec la réalité quotidienne des gens. Et les réactions un peu, je dirais, musclées d'un certain nombre de ministres de ce gouvernement a montré clairement qu'on a raté le diagnostic, parce qu'on ne peut pas réagir à une crise s'il n'y a pas une lecture scientifique du terrain, une lecture, je dirais, politique du terrain. Et on voit très bien que cette lecture, le gouvernement Othmani l'a ratée dès le départ. Et on voit très bien que les réactions qu'on a observées depuis sont des réactions qui sont basées sur une lecture de la réalité qui est loin d'être, je dirais, fidèle à la réalité elle-même. Et du coup, les solutions apportées, elles aussi, ne sont pas des solutions adaptées à la situation. La situation de boycott, par exemple, qui est une situation que je peux qualifier d'inédite, dans l'histoire politique marocaine, on voit très bien que ce gouvernement n'a pas eu, je dirais, le temps, mais aussi le courage de lire la situation scientifiquement parlant et politiquement parlant pour en déduire les leçons qu'il faut. On voit très bien qu'il y avait des déclarations par-ci, des déclarations par-là, mais aucune lecture objective, profonde de la situation. Nous sommes devant une situation transitoire, en quelque sorte. Nous sommes devant, je dirais, un changement du politique en lui-même. Le politique a changé de nature. Nous ne sommes plus dans cette politique, dans cette action politique classique qui se déroule au sein des partis, au sein des syndicats, au sein des associations, mais nous sommes devant une action politique, je dirais, spontanée. Vous êtes universitaire, oui. Vous êtes professeur de sciences politiques, vous avez un temps de réflexion qui n'est pas forcément celui du gouvernement. Alors, à la décharge de ce gouvernement, est-ce qu'on ne peut pas dire quelque part que le temps de la contestation populaire est différent du temps de réaction gouvernementale et du temps de réflexion académique, du temps de réflexion universitaire? Parce qu'on a vu que pour le Husseima, problème dont il a hérité, comme disait Hassan Alaoui, il a eu quand même une réaction sur 3 mois, sur 4 mois depuis son investiture, et le résultat est que Al-Husseima, ça s'est calmé. Même chose à Jarada. Et pour le cas du boycott, vous parlez des réactions musclées des ministres, vous faites certainement référence à Mohamed Boussaïd et Aziza Khnouch, qui se sont exprimés sur les 2, 3, 4, 5 premiers jours, qui n'avaient pas encore connaissance de l'ampleur de ce mouvement, qui ont défendu leur département. Absolument. Par des termes. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut aussi aller à la décharge de ce gouvernement, finalement? Il a réagi comme il devait réagir. Vous avez raison, partiellement, oui. Mais maintenant, nous sommes maintenant à 2 mois de ce boycott, n'est-ce pas? Et pourtant, la situation ne s'est pas débloquée. Pourquoi? Parce que les analyses qui sont apportées par le gouvernement, les membres du gouvernement, ne sont pas des analyses que je qualifierais de convaincantes de la situation. On n'a pas encore compris pourquoi est-ce que les gens commencent maintenant à se mobiliser dans cet espace bleu, à se mobiliser plus virtuellement que dans la rue. Pourquoi? Il y a un changement de paradigme. On n'est plus le coup. On sait très bien qu'actuellement, avec le changement, avec les innovations technologiques, la contestation et l'expression de ses opinions a un coût moindre. Le coût de la protestation a été réduit. Et du coup, les gens se sont je dirais, enthousiasmés à exprimer leurs opinions, mais aussi à agir politiquement, puisque auparavant, exprimer son opinion devait se faire dans l'espace public.
L'espace public était réservé essentiellement, dans notre contexte social, était réservé à l'État, exclusivement à l'État. Les gens n'avaient pas de place dans l'espace public. Maintenant, cet espace public commence petit à petit à se déplacer de la rue vers ces écrans, je dirais, tactiles du téléphone, de son portable. Et à partir de là, on commence à exprimer ses opinions, mais on commence aussi à croire qu'on est citoyen et qu'on a la capacité d'agir sur le déroulement des événements dans son pays. C'est la naissance finalement du citoyen consommateur, qui est beaucoup plus actif que le citoyen politique, c'est-à-dire cyberactif. Voilà. Hassan Alaoui, j'allais vous demander si le gouvernement est fragilisé, mais apparemment, d'après ce que dit Abdelhamid Belkhteb et ce qu'on voit, il est fragilisé, mais à quel niveau il est? Est-ce qu'il est au niveau concret, politique ou populaire, ou les trois? Fragilisé, il l'est toujours, comme je disais, je reviens à la charge, c'est que il est d'abord fragilisé au sein du PJD, le Premier ministre, enfin pardonnez-moi, le chef du gouvernement, il n'a pas la complète adhésion de ses troupes. On a vu que, aussitôt nommé en mars 2017, les conflits internes byzantins avaient commencé très violemment. Parce que, tout simplement, je crois, son prédécesseur n'a pas du tout accepté qu'il fût parti comme ça, de cette manière. Et ses partisans ne se sont pas gênés pour mettre en question, si vous voulez, le nouveau chef du gouvernement. Donc ça, c'est un point. C'est déjà, il est miné intérieurement, on va dire. Maintenant, il n'a pas d'autorité. Je crois que c'est un chef de gouvernement, comme on dit, solivo. C'est-à-dire, il est tout. C'est un intellectuel, c'est un psychiatre, c'est un homme qui est près de ses troupes et du peuple et tout. Mais il n'a pas, si vous voulez, ce charisme positif pour nous changer un petit peu de l'autre charisme précédent, qui était vraiment celui de la gouaille, de charisme différent, un peu dans le théâtral. Mais aujourd'hui, cette histoire de boycott, il est bon orateur. Il est bon orateur, il est bon orateur. Cette histoire de boycott, moi je n'ai pas vu une déclaration ferme, commune, publiée par le gouvernement, qui soit vraiment un texte officiel pour dire voilà ce qu'il en est, voilà notre position, voilà comment on voit les choses, ce qu'il faut faire. Il n'existe pas. Il n'existe pas de texte solennel qui soit un petit peu offert à l'opinion publique. Il a fait une déclaration la semaine dernière, en disant je vous ai compris. Il le fait peut-être à titre individuel, mais on n'a pas vu un travail collectif du gouvernement. Oui. Donc là aussi, la solidarité, elle a manqué. Et finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé la voix, comme dit aux fake news, par exemple, à n'importe quoi. Et évidemment, les réseaux sont devenus puissants parce qu'à l'époque, les gens ne pouvaient même pas parler ou prononcer quelque chose. Aujourd'hui, ils ont cette force anonyme, n'est-ce pas, de parler, d'aller vers le boycott et tout, surtout appuyer sur quelque chose qui est informe, mais qu'on sent tous les jours dans cette histoire de boycott, n'est-ce pas? Et c'est pas vrai, ce n'est pas vrai que c'est un truc, je veux dire, spontané. Ce mouvement, il est comme une marée, une vague marine très puissante, soutenue derrière par quelques forces dont on ne connaît pas, évidemment, ni le visage, ni le nom. Il y a un agacement, quand même, un agacement au sein de la société. Bien sûr, ils ont surfé. Le mouvement a surfé. Ceux qui ont lancé le boycott, n'est-ce pas, ils ont bien entendu bel et bien analyser un petit peu les paradigmes et les caractéristiques, si vous voulez, du mécontentement social pour lancer ce mouvement. C'est très très bien étudié. Donc aujourd'hui, les regards doivent absolument, en tout cas les intentions, si louables soient-elles, du gouvernement et des responsables, doivent aller de ce côté-là. N'est-ce pas? Abdelhamid Belkhteb, vous vouliez dire... Nous sommes devant une situation inédite, bien entendu, mais qui exprime aussi la profondeur de la crise politique dans laquelle nous débattons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que avant, il y avait des structures politiques
traditionnelle qui arrive à agréger et à assembler les doléances et les mécontentements des gens et arrive par la suite à exprimer et à rédiger ces mécontentements en termes politiques, c'est-à-dire en termes de revendications politiques applicables. Donc on voit très bien que cette fonction était essentielle à l'État partout dans le monde. Il y avait des structures qui ramassent les mécontents parce que les gens, dans leur vie quotidienne, n'ont pas l'habitude à s'exprimer politiquement. Ils le font de manière... ils le font à partir d'un certain, je dirais, de leur mécontentement. Lorsqu'on n'a pas... Par exemple, les gens demandent de l'eau, du transport, et commencent à être mécontents à partir de ce point précis. Et c'est aux partis politiques, aux syndicats et à un certain nombre, à l'école aussi, et à un certain nombre, mais aussi à un certain nombre d'institutions, le Parlement lui-même, de rassembler ces points-là et de les rédiger en termes politiques bien précis, applicables aussi, que l'on puisse appliquer par la suite. Le problème, c'est que ces fonctions élémentaires dans un système politique ne sont plus remplies actuellement. Et on a transposé l'action politique, je dirais, des partis politiques de la rue vers un champ, je dirais, virtuel, qui conserve le mécontentement tel qu'il est. Dans l'espace virtuel, on n'a pas cette agrégation d'exigences et de demandes sociales. Les demandes sociales s'expriment de manière brute. Et le gouvernement n'a pas la possibilité d'agir pour satisfaire toutes ces demandes. On peut résumer ça par un gouvernement qui fonctionne à l'ancienne, avec une population 2.0. Absolument, donc absolument. Il y a un vrai décalage actuellement. Non pas le gouvernement, les partis politiques aussi. Les syndicats aussi. L'action politique n'est plus cette action organisée dans le cadre d'institutions classiques, partis politiques. Nous sommes devant une nébuleuse d'actions individuelles qui sont restées maintenant comme telles. Alors précisément, Hassan Alaoui, pour rebondir sur ce que dit Abdelhamid Berkhtab, effectivement, au niveau politique, c'est pas ça. Mais quand on voit le gouvernement, comment il a été construit, comment il a été fait, comment il a été constitué, on a donc, comme on le disait, vous et moi tout à l'heure, une majorité hétéroclite, une composition hétéroclite. Est-ce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas très solidaires entre eux au sein du gouvernement? Dans quel état se trouve aujourd'hui la majorité face à tout ce qui est en train de se passer? C'est, comme on dit à l'expression en arabe qui dit, c'est vraiment Molouk Tawaif. C'est-à-dire, c'est six langages différents, n'est-ce pas? Puisqu'ils sont six préoccupations différentes, parfois même opposées. Et donc forcément, il n'y a pas de cohérence dans le discours, et encore moins de cohésion quand il s'agit de prendre position, je viens de le souligner. Mais là, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, le débat s'est déplacé. Il s'est déplacé et récupéré par les réseaux sociaux. Et cela implique évidemment une lourde responsabilité du gouvernement qui a laissé s'échapper, si vous voulez, le débat sur d'autres instances qu'on ne contrôle pas du tout, que le gouvernement ne contrôle pas. Quand on parle de gouvernement, moi je parle majorité. Oui, mais la majorité aujourd'hui, c'est quand même 6 partis. La majorité, vous savez, quand le chef du gouvernement parle du gouvernement, il dit la majorité. Donc, dans sa tête, c'est la majorité. Ça veut dire qu'il est sûr que quand il propose un texte de loi où il veut adopter quelque chose, faire adopter quelque chose au Parlement, il doit avoir la majorité, bien sûr, nécessaire, mais il parle au nom de la majorité. Il est acquis pour lui, c'est acquis que tous ces projets vont être, encore plus quand il s'agit, si vous voulez, des décisions proposées au niveau du Conseil de ministres que précise Sa Majesté. Donc, vous voyez, là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a ce déplacement de débat qui échappe, qui est incontrôlable, vers d'autres instances qui sont évidemment les réseaux. Et il y a une espèce d'inertie du gouvernement, je ne dis pas de l'État, du gouvernement tout simplement, qui est la composante d'un État. Et évidemment, tout le monde attend ce que va devenir l'autre journée. On se lève le matin, puis on se dit qu'est-ce qui va se passer. Et le soir, évidemment, on est obligé d'entériner un petit peu une journée à la limite de tiède, pratiquement morne. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas de solidarité, comme je le disais tout à l'heure. Aucune. Chaque ministre assume. Est-ce que vous trouvez concevable qu'un ministre comme ça participe bien sûr devant le Parlement à une sortie des employés de la centrale, n'est-ce pas? Et puis
tout de suite après, évidemment, il est mis sous les feux de la rampe, n'est-ce pas? Et il annonce ça. Toujours les réseaux. Toujours les réseaux, parce que les réseaux font la loi et ce n'est pas normal aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Il faut qu'il y ait la solidarité nécessaire d'un gouvernement, des membres du gouvernement. Il faut qu'il y ait l'unité, et pas seulement une unité apparente et circonstancielle. Il faut qu'il y ait une cohésion exprimée, franchement, n'est-ce pas? Et moi, je dirais même qu'il faudrait un petit peu nous passer de ce petit discours, pardonnez-moi, hebdomadaire du porte-parole qui sort devant la presse, qui parle 5-10 minutes. Et c'est tout. C'est pas ça. Les décisions d'un conseil de gouvernement ne les connaît pas, n'est-ce pas? Ce qui s'est passé à l'intérieur, il faudrait que ce soit affiché, exprimé avec force, n'est-ce pas? Et c'est ça aujourd'hui. C'est vrai qu'ils ont mis le temps à réagir. À réagir. Et aujourd'hui, je crois, la faille, le talon d'Achille, si vous voulez, c'est ça de ce gouvernement. Alors, on ne peut pas aller comme ça. Voilà, le Ramadan est passé, la Coupe du Monde va passer, et aujourd'hui, on va être face à nous-mêmes. Alors, c'est au niveau de la majorité, donc on comprend qu'il n'y a pas véritablement de solidarité gouvernementale. Mais Abdelhamid Ben Khattab, en face d'une majorité, il y a une opposition. Est-ce qu'on a une opposition? Est-ce qu'elle prend le train en marche? Est-ce qu'elle est en hibernation? Est-ce qu'elle a une cohérence de vue? Est-ce qu'il y a une opportunité d'entendre enfin une opposition? Alors on a un PAM qui est dans l'opposition avec ses centaines de députés, qui a pensé à faire une motion de censure mornée. Et puis il y a l'Istiqra qui est plus actif avec un projet de loi de finances rectificative, avec d'autres mesures. Est-ce qu'il y a une opposition qui fonctionne ou qui est en train de faire des bulles comme ça? C'est vrai, ce qu'on a reproché au gouvernement, on peut le reprocher à l'opposition aussi. L'opposition, puisque la politique s'est déplacée de ses lieux habituels vers d'autres lieux. Mais l'opposition n'a pas fait mieux que le gouvernement. On voit très bien qu'actuellement, cette sortie du PAM a été une sortie fracassante, puisque une motion de censure a ses conditions pour aboutir. Maintenant, parler d'une motion de censure en tant que disposition constitutionnelle, c'est bon. Il y a un article de la Constitution 105, l'article 105, qui parle de la motion de censure. Mais encore faut-il que ces conditions doivent être réunies. Et nous sommes loin de cette situation. Ce n'est pas une question, une motion de censure n'est pas une question arithmétique, de chiffres, de nombres. Combien de députés vous avez pour renverser le gouvernement? C'est une question de philosophie politique, puisque généralement dans les gouvernements représentatifs, on part du principe du gouvernement qui se base sur la règle de la majorité. Et on suppose qu'on donne au Parlement un mécanisme qui lui permet, chaque fois que cette majorité n'est plus acquise au gouvernement, de renverser le dit gouvernement et d'en élire un autre. Est-ce que nous sommes dans ce schéma-là? Nous sommes encore loin. C'est vrai, le PAM dispose de 102 députés avec un certain nombre de partis, le parti Istiqlal qui n'a pas adhéré bien sûr à cette... Mais nous sommes loin de la majorité. Et encore faut-il savoir pourquoi est-ce qu'il y a une finalité derrière, je dirais, derrière la motion de censure, une finalité politique et philosophique aussi. C'est celle de stabiliser le gouvernement, c'est-à-dire à chaque fois que le gouvernement ne dispose plus d'une majorité, on lui dit, ça y est, vous n'avez plus de majorité, vous devez laisser place à une autre majorité. Nous ne sommes pas dans cette situation-là. On voit très bien que nous sommes devant, je dirais, de la surenchère politique plus mais vous, personnellement, est-ce que vous pensez que une motion de censure doit être déposée actuellement? Non, vu ce qui est en train de se passer. Les conditions ne sont pas réunies. Oui, les conditions politiques. Encore faut-il que les composants de la majorité gouvernementale doivent être désolidarisés. C'est-à-dire, on doit pouvoir dire à un moment donné que la coalition gouvernementale ne tient plus. Et à partir de ce moment-là, on a un certain nombre de partis qui se désolidarisent officiellement de la majorité pour, je dirais, approuver la motion de censure. Nous sommes encore loin de ce schéma. On en parlait tout à l'heure. Alors, je vous pose une question. Vous êtes politologue. Comment se passe un vote de confiance, de confiance du gouvernement? Est-ce que c'est à main levée? Est-ce que c'est à bulletin secret? Parce qu'il existe actuellement un clivage au sein du PJD.
Si le vote est fait à main levée, c'est une chose, sachant que le chef du groupe PJD, Azami Drissi, était le challenger de Latmani pour l'élection secrétaire général. Donc, comment ça se passe? Et est-ce qu'on peut compter, est-ce que Latmani peut compter véritablement sur la cohésion de ces 120 députés? Absolument, il peut compter sur la cohésion de ces Même en cas de vote secret? Même en cas de vote secret. Pourquoi? Parce qu'il y a la discipline partisane. N'oubliez pas que les partis ont leur groupe parlementaire et ce sont des groupes qui sont soudés, qui obéissent à une certaine discipline. Mis à part quelques, je dirais, exceptions. Mais généralement, il y a une discipline partisane au sein des membres, je dirais, de la coalition. Cela veut dire, c'est une responsabilité partisane, ce n'est pas une responsabilité individuelle qu'assume le ministre ou qu'assume un député, c'est une responsabilité collective. Donc, généralement, là-dessus, il n'y a pas de problème. Le problème se posera pour un certain nombre de récalcitrants par-ci par-là, mais ces exceptions ne peuvent pas, je dirais, renverser le gouvernement. Je voudrais vous poser la même question, mais vous y répondrez, vous réagirez juste après la pause, le temps passe. Donc nous nous retrouverons après quelques instants de pause. À tout de suite, merci. Mesdames, Messieurs, rebonsoir. Nous entamons la seconde partie de notre débrief d'aujourd'hui. En discussion, l'avenir du gouvernement Latmani tiendra-t-il ou ne tiendra-t-il pas jusqu'en 2021 à l'aune des différents problèmes sociaux ou autres qui se posent actuellement au pays? Après, nous parlerons de l'Aquarius. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes aujourd'hui avec Hassan Alaoui, qui est directeur et cofondateur de Maroc Diplomatique et du site éponyme maroc-diplomatique.net. Il y a bien un tiré entre Maroc et diplomatique. Très bien. Abdelhamid Belkhta, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Mohamed V de Rabat. Juste avant la pause, Hassan Alaoui, vous voulez réagir sur cette question de motion de censure? Est-ce qu'elle est d'actualité? Est-ce qu'elle serait d'actualité ou pas? Vous aviez posé la question de savoir si, au sein de l'opposition, il y avait aussi, donc, comment dirais-je, des divergences et qu'il n'y avait pas unité, enfin, c'était une opposition fissurée. C'est vrai, pourquoi? Parce que moi, je ne vois pas facilement, en tout cas d'emblée, une adhésion du parti de l'Istiqlal, de Sénézar, avec le PAM. Je ne la conçois pas tout de suite. Donc, ce qui veut dire que la motion de censure, elle ne sera que l'œuvre, si vous voulez, du PAM. Si, d'aventure, évidemment, elle était... Il n'a pas les moyens de la faire. Et voilà. Et monsieur nous a expliqué un petit peu sur les techniques juridiques et tout, hein, les tenants et aboutissants de cet article. Et donc, forcément, aujourd'hui, il ne faut pas du tout, je veux dire, évoquer cette histoire de motion de censure. Il faut plutôt, quand il s'agit du PAM, parler d'autre chose. La presse, là aussi, et les sites ont abondé suffisamment pour ne pas nous attirer justement. Ça va finalement dans tous les sens. Ouais. Ça va finalement dans tous les sens, mais il est possible qu'il y ait une union de circonstances peut-être entre le PAM et l'Istiqlal. Je sais que comparaison n'est pas raison, Abdelhamid Belkhta, mais ce qui s'est passé en Espagne, on peut avoir une union de circonstances pour faire tomber un gouvernement, pas forcément pour en constituer un autre. Il y a cette solution. Et puis il y a aussi l'autre solution d'un gouvernement de minorité. C'est possible d'avoir un gouvernement minoritaire qui passera son temps à composer. C'est une sorte d'union nationale finalement, ce qui ne soit pas au gouvernement. Est-ce que vous pensez que dans ces cas-là, je reviens à vous Hassan tout de suite après. Je dirais que c'est une action déstabilisatrice aujourd'hui, cette motion de censure, à l'heure actuelle. Elle n'a aucune raison d'être. Abdelhamid, est-ce que vous pensez que ce gouvernement peut encore durer 3 ans? Motion de censure ou pas motion de censure, ou démission ou révocation? J'ai la certitude, je ne veux pas être sûr, puisque nous agissons dans l'aléatoire. Donc la politique n'est plus ce domaine où il y a des certitudes, c'est un domaine d'incertitude, des flous. Mais je dirais tout simplement que les conditions actuelles dans lesquelles travaille le gouvernement actuel sont des conditions qui lui permettront, je dirais, de continuer jusqu'à 2021 pour la simple raison, jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à ce qu'on assiste à une désolidarisation officielle des partis qui composent la coalition, qui composent la majorité, jusqu'à ce moment-là, je dirais tout simplement qu'il n'y a pas de crise profonde au sein de la majorité. Seule une crise majeure, c'est-à-dire un clash, je ne sais pas moi, un clash qui serait, je dirais, profond, qui permettra à un parti, je dirais, une composante de la coalition de se disloquer. Mis à part cela, je ne vois pas que le gouvernement de Latmani puisse, je dirais,
tomber dans je dirais, la durée. Je crois qu'il aura assez de temps pour travailler. Mais le problème qui se posera pour le gouvernement ottomanien, c'est qu'il continuera jusqu'à l'an 2021, mais sera épuisé en arrivant à cette date-là. Si les choses continuent de la manière qu'on a vu, on aura un gouvernement qui sera épuisé. Vous ne pensez pas qu'il est déjà un peu... Il est déjà épuisé malheureusement, mais je crois qu'il sera... je crois que non seulement le gouvernement qui sera épuisé, mais aussi les partis qui composent cette coalition gouvernementale seront aussi épuisés. Et notamment, je parle là du PJD. Le PJD sortira de cette législature ou de ce mandat-là affaibli plus que jamais. Et il sera un parti comme les autres, ça, je vous l'assure. Alors, il y a une idée qui revient un peu, enfin, même très souvent sur les réseaux, chez les analystes, chez les commentateurs, c'est un changement de casting. Éventuellement, ça je vous pose la question à tous les deux, vous opinez du chef tous les deux, vous avez compris ce que je veux dire, un changement de casting, chaise musicale entre Istiqlal et RNI. On en parle. Est-ce que vous voyez une possibilité? Est-ce que ce serait éventuellement possible? Constitutionnellement, rien ne l'interdit. Là, ça justifierait ce qu'on est en train d'appeler aujourd'hui de plus en plus le séisme. Parce que, évidemment, le séisme, il n'y a pas encore eu de séisme réel. Il y a eu un petit séisme, peut-être, chaise musicale et tout. Mais je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Ce gouvernement durera-t-il ou pas? Seule la volonté royale, parce que la Constitution donne à Sa Majesté quand même les attributs, notamment l'article 47, seule une intervention royale peut changer aujourd'hui la donne, je veux dire, au niveau du gouvernement. Non, mais au-delà, sans aller jusqu'à l'intervention royale, est-ce qu'il est possible qu'il y ait un changement de casting? Saadettin Latmani, le chef du gouvernement, a parmi ses compétences de pouvoir changer de gouvernement qui soumettra après à Sa Majesté. Là encore, c'est la Constitution. Mais l'initiative peut venir de lui. Là encore, c'est la Constitution. Il faut qu'il propose à Sa Majesté, n'est-ce pas? C'est précisément le sens de ma question. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité? Parce que... Il y a toujours une possibilité, mais il ne le fait pas aujourd'hui. Il ne le fait pas. C'est parce que justement son charisme est en jeu, ou peut-être ses options, ou peut-être il est empêché. C'est un petit peu, j'allais dire, l'éléphant, pardonnez-moi l'expression, qui marche dans un magasin de porcelaine. Il est peut-être gêné au contournement quelque part. Mais c'est à lui de proposer aujourd'hui, sachant pertinemment que la situation n'est pas très très bonne. Hein. On s'accorde à le dire partout, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Donc, le chef du gouvernement doit absolument aujourd'hui revoir son agenda prioritairement et faire des propositions, être une force de proposition pour Sa Majesté. Quel est le profit politique? On n'en est pas là. Quel est le profit politique, justement? Il n'y a pas de gain si on le... C'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Parce qu'après, Sa Majesté s'en tient au texte de la Constitution qui est le parti qui a gagné les élections, c'est lui qui gère. Normalement, dans un système politique, dans un régime politique, il y a des institutions qui doivent fonctionner normalement. Sauf lorsqu'il y a un dysfonctionnement ou un arrêt de fonctionnement, là, le roi peut intervenir de manière, je dirais, officielle, puisque son statut lui permet. Mais là, nous ne sommes pas dans cette situation-là. Les institutions, c'est-à-dire le gouvernement, le Parlement, fonctionnent. Maintenant, fonctionnent de manière insatisfaisante, d'accord, mais nous ne sommes pas devant une situation de crise qui... Il n'y a pas de crise institutionnelle, majeure, de crise sociale, mais pas de crise institutionnelle, mais pas majeure. Il n'y a pas de crise institutionnelle. Les institutions fonctionnent. Mais sinon, on va s'amuser à dire à chaque fois qu'il y a une petite crise par-ci par-là, que Sa Majesté le Roi doit intervenir. Je crois que l'action... C'est ça, il faut arrêter ça. Voilà, Sa Majesté le Roi a un statut qui reste au-dessus. Pour l'instant, il n'intervient pas. C'est pour ça que je repose la question. Est-ce que personne de vous ne m'a répondu à cette question? Que pensez-vous d'un éventuellement changement? C'est pas possible et c'est pas souhaitable aussi dans la situation actuelle. Je vais vous dire pourquoi. Pour la simple raison. Ce n'est pas un jeu d'enfants, les coalitions. Il y a eu des coalitions gouvernementales, des majorités qui se forment. Ce sont là des responsabilités. Ce sont là je dirais, des contrats en quelque sorte entre plusieurs partis. Et on voit très bien que dans le contrat gouvernemental actuel, le parti Istiqlal n'est pas présent. Maintenant... Forcément, il est dans l'opposition. Oui, mais on doit changer toute la donne dans ce cas-là.
On doit changer toute la donne. Est-ce que le gouvernement et l'entrée du parti Istiqlal maintenant dans le gouvernement actuel va le déstabiliser plus qu'il le stabilisera? Et il n'apportera rien de plus. D'ailleurs, ce ne sera ni une solution souhaitable pour le parti Istiqlal, ni pour la coalition gouvernementale. Le parti Istiqlal étant un grand parti nationaliste et un grand parti historique au Maroc, on ne doit pas s'amuser à entrer, puis sortir et à afficher son soutien, puis je dirais, sa opposition ou désolidarité. Voilà, ce sont des questions de principe. On suppose que nous sommes devant des institutions et des structures partisanes qui agissent logiquement, rationnellement et aussi en termes de principes politiques. Sinon, ça sera tout simplement un jeu d'enfant, chose qui n'est pas souhaitable dans l'action politique. Très bien, Hassan Alaoui. Je trouve qu'on doit résumer... Intervention sur ce thème, on passe au deuxième après. On doit résumer les choses ainsi. Aujourd'hui, il y a, pardonnez-moi entre guillemets, il y a un jeu démocratique et on s'en tient à la Constitution. La Constitution, qu'est-ce qu'il dit? C'est le parti majoritaire qui donc dirige, c'est exactement le cas parce que Sa Majesté... C'est le parti arrivé premier. Arrivé premier. Pas majoritaire. Ouais. C'est le parti donc arrivé premier. Sa Majesté reste attachée à ce principe sacré. Donc aujourd'hui, on en est là. Il faut laisser donc cette coalition fonctionner jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que si les ambitions, par ailleurs, notamment au niveau de l'Istiqlal et du PAM, s'expriment, eh ben, il faut préparer donc, le champ de bataille. Il faut travailler pour gagner les prochaines élections. C'est valable aussi pour les partis qui sont dans la majorité. Et aujourd'hui, on ne peut pas ne pas obéir à ce schéma qui est effectivement le plus constitutionnel qui soit. Et on ne peut pas le violer comme ça parce qu'il faut simplement... Il y a des humeurs qui s'expriment par-ci, par-là, comme à la faveur... C'est un mouvement qui est là. Oui, mais un mouvement ne peut pas soumettre... Excusez-moi, moi personnellement, on ne peut pas soumettre, je veux dire, la volonté, toute une configuration politique, si vous voulez, à la tyrannie de boycotteurs. C'est pas possible. Parce que le boycott, il faudrait quand même un jour ou l'autre qu'il s'arrête. On ne va pas trouver autre chose. Aujourd'hui, le boycott... C'est la société qui s'exprime. Bien sûr, oui, bien sûr, mais les responsables aussi tiennent le bout. Il faut, quelque part, le 1 et 2, n'est-ce pas, il ne faut pas laisser comme ça déborder, parce que là, il y a une responsabilité. Sinon, pourquoi ils sont là? Alors, on passe d'un boycott de la centrale à d'autres produits jusqu'au festival de Mawazine, qui est absolument c'est ahurissant, moi, je pense, personnellement. Alors qu'il y avait la soirée d'hier... D'où la question que je vous... La soirée d'hier à Mawazine, c'était un succès magnifique. D'où la question que je posais sur une réponse du gouvernement. Bon, manifestement, vous êtes tous les deux convaincus que ce gouvernement ira jusqu'à sa fin. On lui souhaite bon vent, ça va être un petit peu compliqué, mais il faudrait qu'il réagisse. On passe au second thème. Certainement. Ça va être compliqué, mais bon, on va lui souhaiter quand même bon vent et bon courage. Oui. Pendant une semaine, ils furent 630 personnes à faire des ronds dans l'eau en Méditerranée dans l'attente d'un État qui accepterait de les recevoir. Pendant une semaine, le suspense a été maintenu. Pendant une semaine, l'Europe a fait face à ses démons et à ses indignités aussi. L'Italie a refusé de recevoir l'Aquarius et Malte lui a emboîté le pas. Les grandes puissances, France et Allemagne, ne représentent pas les meilleurs exemples pour un vieux continent qui ne réussit pas à se départir de ses vieux réflexes. Elles souhaitent déléguer leur part de responsabilité au pays de premier accueil, après avoir caressé l'idée de mettre en place des centres de rétention dans les pays du sud méditerranéen. Abdelhamid Belkhatab, finalement, cette crise, elle est révélatrice de quoi, cette crise de l'Aquarius? Elle est révélatrice d'abord de la fin du mythe européen, de l'Union européenne, comme nous l'avons vu jusqu'à présent. Cet idéal délibératif à la Habermasien, en quelque sorte, c'est fini. Nous sommes devant une Europe pragmatique, une Europe qui s'est endurcie en quelque sorte vis-à-vis du reste du monde. On voit très bien que la position européenne vis-à-vis des questions d'immigration devient une position qui est presque intolérable en quelque sorte. Pourquoi? Parce que les considérations qui sont celles des pays européens sont dorénavant des considérations purement sécuritaires et n'ont rien à voir avec le volet humanitaire de l'affaire. On voit très bien qu'actuellement, l'immigration, c'est quelque chose d'illégal et que l'Europe ne veut rien savoir. Et la position d'un certain nombre de pays, notamment de l'Italie, de Malte, à l'égard d'Aquarius, montre clairement que nous sommes devant des mesures drastiques
contre l'immigration. L'être humain n'a plus de valeur, alors que avant même de traiter la question de l'immigration en termes sécuritaires, il y a derrière des hommes, des femmes, des enfants qui sont en situation je dirais, de danger et qu'il faut secourir. Maintenant, même ce secours élémentaire qu'on peut apporter à un chien ou à un arbre ou je ne sais pas, à un chat est refusé à ces réfugiés-là. Et on voit très bien que nous sommes devant un endurcissement de la politique migratoire de l'Europe, mais aussi à la fin de cette politique européenne unie envers l'immigration. Chacun crie à sa manière et chacun cherche à appliquer une politique qui lui est propre. C'est vrai, les Italiens, les pays européens du Sud souffrent plus que les pays du Nord en matière de l'immigration, mais encore faut-il que la charge doit être quand même supportée de manière collective, puisque nous parlons de l'Union européenne. Alors, on y reviendra, mais avant, Hassan Alaoui, est-ce que... nonobstant le fait que nous connaissons très bien les sources de cette émigration, la responsabilité européenne des anciennes puissances coloniales dans cette émigration du Sud vers le Nord, est-ce qu'on peut légitimement demander à l'Europe d'accueillir toutes ces populations qui arrivent? L'Allemagne en a accueilli 1 million en 2015. Avec les problèmes avec les conséquences politiques, parce que sociales, c'est pas parce qu'il y a 2 ou 3 criminels qu'on va incriminer toute une population d'1 million de personnes. Mais est-ce qu'on peut demander à l'Europe de recevoir? Non. Et à l'Italie et à Malte. L'Europe, et à l'Espagne. Comme partout ailleurs, l'Europe fonctionne à l'émotion. L'Allemagne a accueilli, Mme Merkel a accueilli le 1 million suite à ce qui s'est passé en Syrie, parce que ça rappelle un petit peu les anciennes guerres lointaines où évidemment il y avait des déplacements gigantesques de population qui fuyaient la guerre et la répression et tout. Et donc c'est l'émotion qui a fonctionné à ce moment-là. Puis après, l'immigration a quand même menacé l'existence du gouvernement de Mme Merkel. Aujourd'hui, elle recule, n'est-ce pas? Mais c'est un débat qui n'arrêtera jamais. Parce que la volonté humaine de se déplacer, vous ne pouvez pas l'empêcher. Ce qui s'est passé dernièrement avec l'Aquarius, c'est que l'Aquarius, évidemment, il y a eu le SOS Méditerranée qui a sauvé les apparences, n'est-ce pas? On a applaudi et tout, n'est-ce pas? Mais c'est beau, l'Espagne, parce qu'elle a sauvé le nord de l'Europe. Mais il ne faut pas oublier qu'à côté aussi, il y a eu pratiquement plus que 2000 qui ont été sauvés par ailleurs, qui n'ont pas reçu le même accueil, qui n'ont pas été applaudis, et qui sont presque méprisés, qui viennent presque incognito parce qu'ils ne sont pas groupés, qui passent les frontières ou transpercent les frontières et qui sont très 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 mal accueillis, parqués en attendant de juger leur sort. L'Aquarius, évidemment, la France a proposé de régulariser la moitié d'entre eux, évidemment, c'est bien, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres qui existent, n'est-ce pas? Que le Maroc notamment reçoit. Parce que le Maroc, il faut se référer au discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI, à Abidjan, en novembre, au sommet Europe-Afrique, qui a énoncé vraiment la politique marocaine. Sa Majesté, c'est le leader, comme on dit, de la migration aujourd'hui au sein de l'UA, en Afrique. Donc, il a fait des propositions qui sont concrètes, humaines, réalistes, pertinentes. On va y arriver. C'est ça. Ce discours, c'est un programme. Parce que ce qu'il dit aujourd'hui, c'est que les 4 principes qu'il a annoncés, la migration n'est pas forcément intercontinentale, elle est d'abord afro-africaine. Il le dit. 4 africaines. Oui, 4 sur 5 restent en Afrique, c'est-à-dire, d'accord, que la migration n'est pas un poids économique pour les pays qui la reçoivent. Au contraire, parce que c'est un apport. Autrefois, on louait la migration. Renault et Peugeot venaient jusqu'à Ouarzazate pour chercher les ouvriers, n'est-ce pas, qui ont fait la fortune, qui ont fait le succès de ces 2 marques d'automobiles, pardonnez-moi. Et aujourd'hui, ils sont absolument, comment dirais-je, ils sont rejetés, tout simplement, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Ils sont honnis, haïs. Et donc, il faut absolument, j'allais dire, remettre les pendules à l'heure dans ce débat. Oui, réaction. J'aimerais bien tout simplement ajouter que la politique migratoire européenne a justement transformé la mer Méditerranée en un cimetière de réfugiés. Et c'est grave. Et c'est grave. Les morts se comptent en milliers. Et c'est grave parce que l'Union européenne a les moyens matériels, humains, technologiques qui lui permettront d'épargner ces gens-là.
Et porter secours, donc secourir des gens qui naufragent et qui, partout dans la même Méditerranée, c'est une obligation humaine et historique de l'Europe. Donc vous parlez d'une responsabilité historique claire, nette, explicite et ferme de l'Europe. Absolument, et humaine de l'Europe. Maintenant, qu'on nous dise non, ce sont des illégaux, et alors? Mais ce sont des êtres humains, au final. Et porter secours à un être humain, c'est une obligation. D'ailleurs, même dans nos législations internes, c'est une obligation qui est réprimandée en cas de son non-respect. Maintenant que l'Union européenne ne respecte pas la valeur humaine, les hommes, les femmes, les enfants qui tombent à l'eau dans la Méditerranée sous prétexte que la loi ne le permet pas, c'est une aberration. Donc finalement, c'est un prêté pour un rendu, si j'ose dire, entre guillemets, entre le droit tout à fait total des entreprises européennes de s'installer en Europe en Afrique pour faire leurs affaires. En contrepartie, les gens qui sont dans le besoin, les gens qui sont dans le désir de partir en Europe, de les recevoir. Alors, justement, Hassan Alaoui parlait de quelque chose tout à l'heure sur un chiffre qui est de 4 Africains migrants sur 5 sont des migrants intra-africains. On en parlait tout à l'heure en antenne, Abdelhamid. Il y a certains pays, dont le Niger, on en parlait tout à l'heure, qui ont adopté des lois d'interdiction de migration au sein même du pays. Ce qui veut dire que quand il y a des populations qui sont par essence nomades et qui sont en train de se mouvoir dans le désert, dans celles qui approchent vers les frontières nord, les frontières septentrionales, ils sont délinquants, ils sont considérés comme délinquants dans leur propre pays. Et ça a été sur instigation de l'Europe. Nous sommes devant l'incrimination. Certaines parties de la France, d'ailleurs. Absolument. Nous sommes devant cette incrimination des gestes humains basiques. L'immigration, le fait d'être mobile, d'aller d'un côté à l'autre, de voyager, c'est un acte basique de l'homme. Depuis toujours, les humains ont migré. Et alors maintenant, on est en train d'incriminer ces gestes basiques de l'homme, sous peine que nous avons une forteresse économique quelque part à protéger. Maintenant, on se demande combien fort... Finalement, l'Europe dit notre richesse, on la garde, votre pauvreté, vous la gardez. Quel est le même si on en est responsable. L'Europe, actuellement, ne dépasse pas 15% des migrants. C'est-à-dire, dans les 400 millions d'habitants, vous avez 15%, c'est 3 fois rien. Et nous sommes devant un continent qui est très riche. C'est-à-dire qu'il y a les moyens pour recevoir et aussi pour intégrer les immigrants. Donc nous ne sommes pas devant un raz-de-marée comme le voudraient les médias européens. Maintenant, la surmédiatisation des questions de l'immigration nous disent tout simplement que nous sommes devant un raz-de-marée. Il n'en est rien de tout cela. Comme les 4/5e de l'immigration, la plus grande vague de l'immigration se passe en Chine actuellement. 300 millions de gens qui se déplacent à l'intérieur de leur pays. Donc l'immigration, c'est un geste humain de base. Naturel. Et c'est tout à fait normal. L'homme est mobile. D'ailleurs, on a vu l'immigration à travers le continent. Je vous interromps tout à l'heure, Hassan Alaoui, quand vous parliez du cas du Maroc. Est-ce que la solution, finalement, ne viendrait pas du Maroc? C'est un peu pompeux, mais c'est le cas. On a une politique, on est un pays d'accueil et de réception. On est un pays qui avons légalisé, régularisé pas mal un grand nombre, une cinquantaine de milliers, 50 000 personnes qui viennent... 50 000 qui viennent d'Afrique subsaharienne, d'Afrique, de notre continent. On a une très forte communauté de Marocains vivant à l'étranger. Nous accueillons, nous recevons en fin d'année, en décembre, avec l'Allemagne, co-organisé avec l'Allemagne, un sommet mondial sur l'immigration. Le roi a été désigné leader africain des migrations. Est-ce que finalement la solution ne viendrait pas de nous, sachant que les flux migratoires vers l'Espagne à partir du Maroc se sont énormément réduits? Il y a un agenda royal, un agenda que Sa Majesté donc, a préparé, qui est soumis un petit peu aux leaders, à ses pairs, enfin les chefs d'État et tout. Et ça va aboutir encore très bientôt pour le fameux sommet. Et Sa Majesté va présenter le programme idoine, étant nous-mêmes une porte, je veux dire, centrale, un carrefour, n'est-ce pas? Nous recevons des deux côtés l'immigration, parce qu'il y a aussi, Sa Majesté en a parlé, l'immigration du nord au sud. Il a parlé des Européens qui s'installent au Maroc, qui créent des petites entreprises, qui travaillent, qui font la queue que je vois moi régulièrement donc aux préfectures pour déposer leurs dossiers et tout.
nombreux. C'est effectivement un melting pot qui est mélangé. C'est la vocation, du Maroc. Donc la vocation du Maroc, c'est d'être un pays d'accueil et un pays réceptif. Et il peut aussi donc être un pays propulseur, j'allais dire, d'une conception d'un nouveau, pardonnez-moi, d'un nouveau magistère et même de la politique migratoire dans le monde aujourd'hui. Donc la co-organisation avec l'Allemagne apporte tout son sens. Il nous reste une minute, Abdelhamid Ben Khattab. Dernière question. On repart de cette question de centre de rétention des migrants dans les pays d'émission, c'est-à-dire dans la rive sud de la Méditerranée, comme ça se passe actuellement en Libye. On repart de cette idée qui avait été émise par le président Sarkozy, l'ancien président français, il y a quelques années déjà. C'est ce que j'appelle la politique de l'autruche, c'est-à-dire nous sommes devant un phénomène qui est grandiose, l'immigration. C'est pas indigne aussi pour appeler les choses par leur nom. Oui, pour ne pas voir les conditions inhumaines dans lesquelles sont retenus les immigrants dans le continent européen, on va essayer d'externaliser ces centres de détention dans des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme. Ça, on le sait. Et les conditions de détention sont généralement... En faisant ça, on ne respecte pas les droits de l'homme non plus au niveau européen. Absolument, forcément. Absolument. On est même complices. Et alors, comment voulez-vous que ces centres fonctionnent en Libye ou en Niger? On voit très bien que l'Europe essaie de fermer les yeux sur un phénomène qui est sur sa responsabilité elle-même, envers ces immigrés, mais aussi envers l'être humain en général. Merci messieurs d'avoir été avec nous. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un autre débrief. Dans l'attente, restez sur Medi 1. L'information et le divertissement continuent en continu. Merci, à bonne soirée et à bientôt.